Est-ce que ça vous est déjà arrivé de parler avec quelqu'un et votre cerveau fait des liens énormes sur votre passé, sur ce qui s'est passé pour vous, de comment vous êtes arrivé où vous êtes? Eh ben moi, c'est ce qui vient de se passer et j'ai eu l'honneur de parler avec Tara Manji qui a un parcours extraordinaire. Et Tara a non seulement fait le barreau du Québec et le barreau de New York, mais au-delà du travail corpo qu'elle fait au quotidien, elle a tout l'aspect bénévolat communautaire de redonner aux suivants. Non seulement, et vous allez le découvrir, hein, elle dit que le bénévolat lui a apporté sur plusieurs points. Je vais pas vous les donner tout de suite, mais c'est des points qui l'ont aidé à se comprendre, qui l'ont aidé à s'outiller, qui l'ont aidé à prendre des décisions. Et donc, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écouter là ce que vous êtes en train de faire. Déposez-vous, prenez une bonne inspiration et je vous amène voir Tara Manji. Tara, un honneur, un bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Il me semble qu'on se connaît. En quelle année t'es arrivée en Côte d'Ivoire? Je suis née en Côte d'Ivoire, donc on se connaît sûrement depuis ma naissance. Donc 1991. Wow. Écoute, donc ça fait énormément de temps qu'on navigue ensemble et on savait pas qu'en déménageant, qu'on allait finalement se retrouver aussi à avancer dans le temps, au bout du monde, où il fait un peu plus froid que notre cher Assini. Hein? Oui. Mais en même temps, un bonheur de t'avoir vu évoluer en tant qu'ado et aujourd'hui en tant que mère, en tant que professionnelle. J'ai énormément de questions parce qu'il y a qui tu es, il y a ce que tu fais, il y a pourquoi tu le fais. C'est toutes des questions pour moi qui sont importantes parce que ça fait le leader que tu es aujourd'hui que je trouve super inspirante. Et donc, déjà, ma première question, c'est, après avoir fait le barreau du Québec, de New York, après avoir fait toutes ces études en formation continue, puis on reviendra sur la formation continue par la suite, mais est-ce que tu réalises le chemin qui a été parcouru? Pas toujours. Honnêtement, je pense que c'est une bonne question à se poser, à se rappeler. J'ai l'impression de toujours être prête pour le défi d'après et de rarement prendre le temps de constater que j'ai fait ce que je voulais faire, que j'ai réussi. J'ai envie toujours d'aller à la prochaine étape. Donc, c'est vrai que des fois, c'est bien de faire des biographies. Ça aide à réaliser ce qu'on a fait, ce qu'on a pu accomplir. Donc, pas nécessairement au quotidien, je te dirais. Ça prend un effort conscient de parfois s'arrêter puis de se dire tout ce que je voulais, je l'ai fait. Donc, je suis là où je voudrais être. C'était des défis. Je dois te dire, le barreau du Québec n'a pas été facile. Je l'ai eu sur la peau des fesses. Alors, ça, c'est un bon rappel. Des fois, là, j'y repense puis je me dis... Je l'ai eu, ça a été fait, c'était pas évident, mais c'était un point charnière quand même dans ma carrière pour devenir avocate. Donc, j'essaye aussi... Tu t'es dit d'aller au barreau de New York tant qu'à... Voilà, tant qu'à y être, on va se débarrasser, on va faire tous les barreaux one shot. Donc ça a été fait. Mais c'était tellement des étapes nécessaires pour devenir avocate que pour moi, ça faisait partie du processus normal. Aujourd'hui, je me rends compte que oui, c'était des gros accomplissements pour arriver à la carrière que je voulais. Donc, est-ce que tu as toujours su, justement, parce qu'on n'en a jamais parlé réellement, de vouloir être avocate? De vouloir être avocate. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, quand j'étais allée au système français à Stanislas. En 3e ou en 4e, j'étais déléguée de classe et j'ai un prof qui m'a dit « OK, t'aimes vraiment ça, défendre les intérêts des autres, les représenter, parler en leur nom, tu ferais une super avocate. » Puis je pense que ça... Je me suis accrochée et ça a un petit peu créé cet intérêt. Et après, j'y suis allée un peu par élimination. Je dirais que ma sœur était vraiment dans les sciences pures. Elle adorait tout ce qui était maths, ingénierie, sciences physiques, chimie, tout ce que moi, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, ça a été un petit peu comme une voie qui s'est ouverte en se disant, OK, il y a vraiment un domaine qui touche à ce qui m'interpelle plus. Donc, vraiment... débattre, argumenter, gagner des points. C'est là où ça m'a interpellée. J'aurais probablement pensé faire plus du litige. Je m'imaginais beaucoup en cours, aller argumenter sur des points. Puis j'ai réalisé avec le temps que les mêmes outils s'utilisaient dans ma pratique plus corpo.
OK, ben c'est ça, parce qu'au final, on se dit, avocate, l'humain se met où à l'intérieur de tout ça? Puis je te sais humaine, je te sais, les injustices, Oui. ça te parle beaucoup, je te vois sur les réseaux sociaux. Dès que tu as moyen ou dès que tu as quelque chose à dire d'intéressant, ben tu vas le dire et puis tu vas oser aller où certaines personnes vont le penser, mais vont pas oser le faire. L'humain, quand on est avocate, comment tu arrives à cet équilibre-là? Je te dirais que ça a beaucoup influencé mon choix de pratique. J'ai essayé un stage en droit de la famille et j'ai détesté ça parce que j'ai eu l'impression que c'était pas le bon outil. T'es arrivé dans des situations où des enjeux familiaux, pour moi, ne devraient pas être réglés par des règles qui sont trop rigides. Et j'ai trouvé ça très difficile. J'ai une tante qui est avocate et qui s'occupe des dossiers d'immigration, de réfugiés qui se font renvoyer chez eux. J'ai trouvé ça beaucoup trop personnel et émotionnel. Donc, en fait, c'est plutôt l'inverse. J'ai eu l'impression qu'en m'éloignant de domaines trop personnels, je retrouvais un confort à ce que le droit soit appliqué à des sujets moins personnels. Là, donc, ta boîte, tu es capable de dire, voici la boîte. Oui, et puis l'impact n'est pas le même. Donc, c'est sûr que je travaille pour des intérêts d'une organisation. Il y a des éléments importants humains, mais c'est sûr qu'à la fin de la journée, on parle d'un domaine corporatif. Donc, l'impact est moins important. Donc, quelque part, j'ai l'impression que le droit n'est pas toujours le bon outil pour certains domaines où l'humain devrait prendre plus de place que la règle. Et donc, ça m'a éloignée. Mais oui, puis ça m'a vraiment éloignée des pratiques peut-être de droit international qui m'auraient plus... Moi, je m'imaginais à l'ONU. Oui, c'est ça. Oui, dans ce genre de parcours. Avec qui tu es. Ouais, après, il y a peut-être aussi une suite. Hein, c'est un peu comme ça aussi que j'ai construit mon monde extérieur. Donc, aujourd'hui, ma balance, justement, pour réussir à... Dans mon quotidien, ma pratique de droit est très intellectuelle. Elle suscite en moi la curiosité d'aller chercher cet apprentissage, l'utilisation des mots, de la capacité de débattre, mais elle ne remplit pas l'aspect humain dont j'ai besoin, d'où mes implications externes qui sont venues combler ce désir parce que finalement, j'ai pas l'impression de changer le monde dans mon quotidien au travail. Donc, j'avais besoin de le faire on the side, mais en utilisant des outils similaires. Donc, finalement, c'est une pratique qui m'a appris à m'exprimer, à me faire confiance. J'ai eu la chance, parce que je suis avocate, d'être dans beaucoup de salles où je suis plus jeune que d'autres parce que on a une formation qui est en demande, notamment sur des conseils d'administration. Et donc, j'ai l'impression d'avoir pu aller chercher cette formation pour la mettre au profit de causes qui m'interpellent, mais pas dans mon travail. Il y a plusieurs questions qui me viennent. Il y a le syndrome d'imposteur d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a justement cet aspect-là. Tu dis, j'ai pas la sensation d'avoir un impact réellement au niveau professionnel, mais au final, tu dois certainement te retrouver au niveau de trouver des solutions quand même, malgré tout. Te connaissant un petit peu, je pense que ça doit oui. Quand même, parce que sinon tu serais pas capable de faire ce travail-là si ça te nourrissait pas. Est-ce que je te pose la question, est-ce que tu sens quand même que ça te nourrit suffisamment avec la combinaison des deux? Mais c'est vraiment la combinaison. S'il n'y avait pas eu cette combinaison, ça aurait été plus difficile. Ce qui a aidé beaucoup, que j'ai découvert récemment, c'est devenir gestionnaire. L'aspect de gestion m'a emmené plus proche de l'humain, plus proche de redonner, de contribuer, d'avoir un impact sur des gens, pas juste sur des dossiers. Et donc ça a amené vraiment une autre dynamique, je te dirais. Autrement, non, c'est sûr que ça me comble, sinon je le ferais pas. Puis honnêtement, on fait quand même des longues heures, donc définitivement, il faut que tu aimes ce que tu fais. Ça m'interpelle beaucoup intellectuellement, je te dirais. Mais oui, la capacité de trouver des solutions, d'être en action, d'être en compagnie plutôt qu'en cabinet. Pour moi, ça a été aussi une découverte d'avoir des décisions concrètes et pratiques, pas juste des règles dans l'abstrait, mais l'application de ces règles, ça m'a comblée. Ce qui manquait, c'était plus, est-ce qu'à la fin de la journée, on a signé un contrat, on a fait gagner de l'argent à une compagnie, OK, super. Mais encore. Quel est l'impact dans la société de manière plus large? Et quelque chose d'autre que j'ai réalisé aussi, c'est que je pouvais m'impliquer dans ma compagnie pour pouvoir, moi aussi, laisser une empreinte. Et là aussi, ça a comblé un besoin, je te dirais, de faire du mentorat, d'être mentor pour d'autres gens. On a un comité d'équité, diversité, inclusion. Donc, je me suis joint à ce comité. Donc, comment notre organisation peut, elle aussi, laisser une empreinte sur la société et comment je peux jouer un rôle. Donc là, j'ai vraiment trouvé cet autre angle, si tu veux. Mais l'inverse ne marcherait pas. C'est-à-dire que si je faisais que mes engagements externes, je pense qu'il me manquerait cette fibre
plus challenging, de dossiers très speed puis demandants. Oui, c'est le juste milieu. Ouais, il y a toujours l'imposteur qui est là, mais je veux pas rentrer là parce que ça va nous amener plus loin. Mais comment tu fais quand tu as besoin de prendre ce recul-là? Parce que tu m'as dit, j'ai réalisé. Quand tu réalises, est-ce que c'est parce que tu es toute seule ou est-ce que tu te fais challenger par ton réseau de protection, de sécurité, ta garde rapprochée, on va dire? Comment tu fais pour pouvoir le réaliser en cours de route? Est-ce que tu te poses des questions toute seule et puis c'est moi, des fois, je vais conduire puis je vais, ben oui, mais en fait, il m'a répondu ça puis j'ai réagi comme ça, c'est venu. Comment ça se passe ton processus intérieur? Parce que je suis certaine que ça va donner des pistes à ceux qui nous écoutent. J'y ai jamais vraiment pensé, mais maintenant que tu me poses la question, je pense que ça se vit dans des moments de crise. Donc, j'ai eu des moments où ce que je faisais ne résonnait plus assez ou ne correspondait pas à ce que je voulais être. Et je pense que c'est ces moments qui ont forcé des réflexions pour dire, OK, qu'est-ce qui manque? C'est quoi? Pourquoi aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas? Un bon exemple, la maternité aussi, je te dirais, en partant dans cette aventure, je me suis dit, il faut que j'arrête d'avoir autant d'engagement externe, il faut que je me ressente sur ma famille. On en avait parlé, oui. Sur mes priorités. Puis, ça a été le constat inverse. J'en ai fait plus. J'en avais encore plus besoin. Et c'est là où j'ai réalisé que ça faisait partie de moi, que c'était plus fort que moi et que c'était quelque chose qui me nourrissait plus que ça ne m'occupait ou que ça ne me prenait du temps. Et c'est là où j'ai peut-être eu le vrai constat de dire ça me nourrit et donc je dois faire de la place pour ces choses-là parce que ça fait partie de mon équilibre. Oui, puis pour être une bonne mère, pas être frustrée, ne pas être... C'est sentir comblée dans d'autres choses aussi. Donc, c'est des moments, je pense, des frustrations, des moments où on se sent bloqué, qui forcent cette réflexion pour dire comment est-ce que je peux réorganiser les choses pour arriver à un vrai équilibre, puis me sentir à la hauteur de ce que moi, j'ai envie d'accomplir pour moi. Bien sûr, mais c'est toujours ça, parce que dès qu'on vit les frustrations, en général, on remet tout en question, puis on n'est pas bien, on veut vite sortir de ces sables mouvants. Moi, j'ai toujours, on est dans un point A, puis il y a un point B, puis quand on se retrouve au milieu, c'est les sables mouvants, on a envie de... Mais reste là, puis pose-toi les bonnes questions avant d'arriver à ton point B, parce que ça se pourrait que ton point B soit le point Z au final. Exact. Pour mieux le définir. Exact, le définir, d'en parler aussi éventuellement. Syndrome d'imposteur. Oui. Syndrome d'imposteur. Ça, on le voit. Enfin, moi, je coach des jeunes qui sortent de l'école de 23 à 27, qui sortent avec leur diplôme, qui savent plus... Oui, j'ai le diplôme, je fais quoi dans la vie? Puis j'ai été une de ces personnes-là, tu sais, j'ai le diplôme d'HEC, puis je fais quoi? Toi, tu l'as vécu en tant que jeune professionnel à l'époque. Et aujourd'hui, malgré tout, où tu as justement des dossiers, enfin, ça reste corpo, ça reste des personnes autour de la table avec qui négocier. Tout à fait. Des hommes particulièrement. C'est sûr. Voilà. Donc, comment on se sent en tant que femme? Comment on gère ce syndrome d'imposteur-là? Est-ce que tu l'as, ce syndrome d'imposteur? Je te laisse y aller. Ouais. Je pense qu'on l'a à vie. Je pense pas qu'il part jamais à 100%. On le vit différemment dans différentes salles, dans différents moments de sa vie. Premièrement, je dirais la confiance en soi qu'on se fait donner dans son éducation. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je ne savais pas, mais que je remercie mes parents d'avoir toujours été en mesure de me donner cette confiance, qui fait que je pars peut-être avec une longueur d'avance, parfois, parce que j'ai confiance en qui je suis, mes capacités. Ça a toujours été, donc. Ça a toujours été une partie, je dirais peut-être pas dans tout domaine, mais une partie de moi qui... Puis mon conjoint me fait toujours la blague, là, comme toi, tu manques pas de confiance en toi. Là, puis je suis comme, ben si, mais c'est-à-dire, j'ai quand même un caractère assez assumé qui fait que j'arrive puis je sais ce que je vaux à la base, juste par pure réalité intrinsèque ou ce qui m'a été communiqué dans mon enfance. Puis ça, je pense que ça a vraiment fait une différence parce que je pars avec cette assumption. Mon point de départ, c'est je vaux quelque chose, j'ai quelque chose à emmener. Donc, faites-moi confiance. Donc, déjà là, je me fais confiance. Ça part bien le bal. L'autre élément que je te dirais, c'est la pratique. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient du jour au lendemain, mais non. Tu essayes des petites choses petit à petit. Tu te pousses un petit peu plus loin. Quelque chose un petit peu en dehors de ta zone de confort. Puis là, tu réussis. Puis là, tu finis par nourrir ton esprit et te convaincre toi aussi que tu es capable. Et donc, la fois d'après, ben, tu te dis, mais je l'ai fait. Je suis capable de le faire encore une fois.
Le fake it till you make it, c'est très vrai aussi. Là. Moi, je pense que ça fait partie de la profession d'avocate aussi, la capacité de projeter qu'on est confiant même si on ne l'est pas. Une attitude que j'ai toujours prise dans mon travail, dans beaucoup de domaines où projeter de la confiance m'a donné confiance et a forcé la personne en face de moi à avoir ce respect parce que moi, je l'ai pour moi ou parce que je prétends l'avoir. Et ça aide beaucoup encore aujourd'hui. J'ai des dossiers où je vais donner l'impression que je sais ce qui se passe jusqu'à ce que je finisse par savoir ce qui se passe. Mais ça crée ce sentiment de confiance chez l'autre qui empêche de se faire challenger sur des choses et de se remettre soi-même en question. Donc, et ça part quand même d'une bonne connaissance de soi totalement. Au final. Parce que tu sais, bon, ben là, je m'en vais dans cette rencontre-là. Voici les flous. Voici ce que je dois montrer. Il y a un plan de match en arrière en même temps. Beaucoup de préparation. Moi, je te dirais l'autre élément, mon arme secrète depuis toujours, j'ai toujours été prête à travailler plus. S'il fallait que je travaille plus fort, plus longtemps pour réussir à arriver où je voulais, ça a été toujours une partie de ma stratégie parce qu'à ce moment-là, t'arrives, t'es prêt. Et donc, tu peux être surpris par des choses, c'est sûr, mais si tu es plus prêt que moi, tu as plus de chances de ne pas te faire surprendre sur le moment. Donc, je pense que ça fait partie des solutions du syndrome de l'imposteur, de se donner les chances, de s'équiper pour que quand tu fasses face à une situation, tu l'aies le backup et tu puisses avoir l'air légitime dans tes réponses. Puis après, c'est de s'entourer de gens aussi. Là. Je pense que ça, c'est une autre solution que les gens oublient. Je pourrais pas être l'experte de tout. Je pourrais pas être la meilleure dans tout. Puis je sais pas ce que je veux non plus. Là. Donc, dans des situations où je sais que certaines choses sont dans mes faiblesses, sont pas mes forces à moi, je vais essayer de m'équiper ou de m'entourer de gens qui les ont pour venir combler ce que moi, je n'ai pas. Et puis là, ça m'aide à me dire, bon, ben, je n'offrirai pas le package complet toute seule, mais on est une équipe. Puis il y a d'autres gens qui sont capables de le donner. Là. Quand tu parlais tout à l'heure, j'arrive avec cette prédisposition déjà intérieure où je suis déjà dans la confiance. Ouais. Est-ce que parfois tu t'es sentie seule derrière ça? Parce que souvent quand on vient, moi j'ai eu à la bâtir la confiance, c'est pour ça que je l'enseigne. C'est parce que je l'ai travaillée très fort, puis je continue à la travailler à certains moments. Parce que quand on dit qu'on manque de confiance, c'est pas dans tous les domaines. Là. C'est dans certains domaines, dans certaines situations avec telle personne. Donc tel type de personne. Donc quand tu finis par faire du ménage, mais quand on a, et à force de former, je réalise, parce que c'est une dame à un moment donné qui m'avait dit, Zara, si tu réalises pas, c'est moi, je voulais être amie avec toi à l'école, tu sais, mais moi, comme j'avais de bonnes notes, moi, les gens qui avaient des bonnes notes, je me collais pas avec. Mais ces gens-là, finalement, voulaient jouer. Et puis, donc, il y avait une solitude. Moi, j'avais mes amis, mais elle était toute seule. Je comprends. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a cette confiance-là, et dans mes salles, je le demande souvent, je dis, c'est qui a la confiance et qui est né avec, entre guillemets. Parce qu'au final, on est avec, c'est juste qu'il y a des événements après qui font qu'on la travaille dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé de te sentir justement seule ou des fois, ou même, t'étais brillante, le drapeau rouge que tu sais qu'il va être levé dans un an, tu le vois déjà, mais d'aller leur expliquer que non, mais c'est parce que les décisions qu'on est en train de prendre là, le drapeau, il va sonner dans un an, dans 2 ans, on va frapper le mur. Mais toi, tu le vois. Fait qu'il y a une solitude parfois. Moi, je pense qu'il y en a vraiment une que tu t'auto-imposes. C'est parce que personne te l'impose, mais pour te convaincre, pour être dans ta préparation, pour être dans... C'est comme des moments de... Tu rentres dans ta bulle, puis tu te dis, ça, c'est mes objectifs, voilà ce que je veux, ce à quoi j'aspire. Il y a un bout aussi où je pense qu'on est encore dans une société où on ne veut pas verbaliser toujours toutes ses ambitions. Il y a une petite gêne d'avoir certaines ambitions. Donc, si tu ne les verbalises pas, tu es seul avec. Et donc, tu dois tout seul les porter. Parfois, tu les verbalises pas si tu as peur qu'elles n'arrivent pas aussi. On a peur du succès. Exact. Puis, si ça arrive ou ça arrive pas, là, si t'en as parlé, c'est une autre histoire. Là, si t'en as pas parlé, it's on you. Mais ça veut dire que tu fais un peu ton journey alone. Puis, oui, je pense que ça rend un petit peu l'aventure solitaire des fois. Puis, moi, je le vois même dans le sens inverse. On dirait que ça ne m'autorise plus à ne pas l'avoir. C'est que je me retrouve bloquée dans mon piège, là, si tu veux, de dire, ben, t'as l'air correct, mais je le suis pas. OK? Mais personne n'a l'appétit de recevoir ce message parce que tu projettes que ça va. Et donc, à un moment donné, il y a personne qui va aller vérifier si oui ou qui va te croire. Si tu dis, ben non, là, je suis pas sûre, je pense pas que je devrais faire ça.
Tu vas figure it out. OK. OK. Fait que t'es un peu on your own. Je pense que oui. C'est surtout le front qu'on va donner parce Totalement. qu'on l'a, tu sais, quand on finit par l'avoir dans plein de choses. Tu travailles pour l'avoir. Exact. Pour avoir cette confiance. Fait qu'à un moment donné, tu tombes dans ton propre jeu qui est les gens sont convaincus. Que c'est là. Mais là, des fois, ça ne l'est pas. C'est le canard qui patine en Exact. Donc, à quel moment tu ramènes cette vulnérabilité, puis dans quel degré? Puis ça, c'est l'autre difficulté, je pense, d'être gestionnaire. C'est qu'on parle beaucoup de nos jours, là, des gestionnaires plus vulnérables. Sauf que je lis beaucoup là-dessus, puis ça dit, t'es vulnérable, mais jusqu'à quel point? Ouais. C'est comme, tu peux être vulnérable, mais tu dois quand même nous dire que t'as le contrôle du bateau. Puis c'est comme, OK. Puis quand je l'ai plus, là, à qui je parle? Parce que si je peux pas le dire, ben t'es seul. Donc oui, un petit peu de solitude dans toute cette réalité. Space où tu peux en parler? Oui, ben, je te dirais que déjà mon cocon familial est très, très solide, puis m'aide beaucoup là-dedans parce que je pense que j'ai quelqu'un qui a énormément confiance en moi et donc qui me donne cette confiance en retour, puis qui me crée ce confort de me dire, OK, je vais être capable. Peut-être que lui n'a pas la solution, mais au moins, je sais qu'il croit au fait que je vais la trouver. Donc ça aide. Aide à relativiser aussi, je pense. Oui. Des fois, t'es dans ta tête, puis c'est des montagnes. Ben, juste d'en parler. Hein. Des fois, moi, juste d'en parler, je dis, ah ben oui, je viens de voir la solution. Je viens de voir l'erreur. Oui, d'en parler, puis d'être avec quelqu'un qui comprend ces enjeux, qui parle cette langue, qui comprend ce jargon. Ça aide. Et puis, ben, j'ai trouvé qu'à Montréal, il y a beaucoup de réseaux qui t'aident à t'entourer de gens un peu comme toi. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup d'amis dont je suis très proche, mais qui n'ont pas du tout les mêmes loisirs. Bon, faire partie d'un CA dans tes temps libres, c'est pas tout à fait leur truc, là. Donc, rentrer dans des réseaux Concertation Montréal avec le réseau Jeunes Femmes Leaders, notamment, où tu rencontres des gens qui sont comme toi, qui ont besoin, cette soif de s'engager, de se lancer des défis. Ces gens-là, tu peux leur parler, puis parler de ça parce qu'ils sont seuls, eux aussi, dans des problèmes similaires. Puis ça, c'est vraiment fantastique. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Puis t'es pas dans la justification de « OK, mais pourquoi tu t'éparpilles? Pourquoi tu fais tout ça? » Ils comprennent la base. Ils sont au même endroit que toi. Fait que tu rentres dans des solutions, puis plus dans de la complémentarité de nos réalités. Ben oui, puis ça crée quelque chose d'extraordinaire parce que pour les deux, c'est bénéfique finalement. Tout à fait. Donc, puis tu te sens entendu, puis un peu moins seul. Ben oui, je vois le temps passer, puis je vois la liste de questions. Quand on parle de succès, il y a souvent des coups cachés. Tu sais, c'est le à quel prix. Tu sais, moi, en tant qu'entrepreneur, je sais, j'ai monté l'entreprise, les enfants avaient 6 mois et 1 an et demi. Oh, wow. Oui. Et puis, il m'est arrivé cette année de revoir les enfants puis de dire... J'ai manqué un petit peu, tu sais, les larmes aux yeux pour être honnête, où c'est venu me chercher, puis là j'en parle, puis ça vient me chercher encore. Puis en même temps, ma fille me dit, mais maman, au moins là je peux parler, parce qu'à 6 mois je te parlais pas. Donc, mais c'est quoi que tu laisses, et justement quand tu dis c'est cet équilibre-là, c'est je fais mes CA, je fais mes activités, c'est toute la partie sociale dont on va parler tout à l'heure, et en même temps le corpo où je donne les heures qu'il faut donner. Comment c'est quel prix que tu laisses? Est-ce que tu sens que tu en laisses un? Puis comment tu te sens avec? Je pense pas que j'en laisse un tout le temps. Puis je pense que ça, c'est le plus important. Il y a des moments où j'en laisse un. Puis tant que les moments ne deviennent pas la norme, je pense que c'est correct. Mais là, ça revient aux frustrations dont on parlait. Puis il y a des moments, tu arrives dans un mur, puis là, tu dis, OK, là, le coût, il est trop cher. C'est ça. Et il faut se reposer la question. Moi, je te dirais que le coût le plus important, c'est le manque de spontanéité et de liberté. Je n'ai pas un horaire. Je fais pas ce que je veux quand je veux. Pour réussir à gérer tout ça, c'est beaucoup de structure, c'est beaucoup de discipline. Tu sais, je suis jalouse des fois de voir du monde comme « Ah, ben j'ai pas envie de travailler trop fort aujourd'hui, ben je travaillerai un peu moins fort. » Je suis même, j'ai pas le bénéfice. T'as pas le luxe. Je peux pas les perdre, ces 2 heures-là. Je peux pas les perdre. Ou tu sais, bon, les fins de semaine, mon enfant fait des siestes, heureusement. Pendant sa sieste, ben je vais pas regarder la télé, là. J'ai 3 autres to-do qui sont prévus, qui devaient avoir lieu. Tous les CA et toutes les activités. Donc, il faut le maximiser. La réalité, c'est que les rares fois où j'ai eu ce temps pour moi, je me suis ennuyée ou je me suis cherché autre chose, puis je me suis inscrite à quelque chose d'autre, puis finalement, j'ai pris trop d'engagement. Donc, je le sais que c'est qui je suis. Mais de temps en temps, il y a cette frustration de je peux pas juste décider de tout lâcher. J'ai des engagements. C'est sûr que ça doit jouer un peu sur ma famille. J'ai un conjoint patient. Je pense que lui, il accepte de me partager beaucoup avec différents intérêts.
ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionnera toujours? Est-ce que des fois, c'est plus difficile? Oui. Je pense qu'il y a la communication, de l'ajustement. Beaucoup. Puis il y a le fait qu'il me connaît, donc il le sait. Là, il sait à vous quoi s'attendre. Depuis très longtemps. Il savait dans quoi il s'embarquait, donc il n'y a pas de Quand surprise. je dis très longtemps, c'est 4 ans? On est ensemble. On est ensemble depuis qu'on a 16 ans. C'est 16 ans, mais vous vous connaissez depuis tout petit. Mais quand même. On s'est vu dans différents milieux, fait qu'il le sait. Mais oui, je pense qu'il y a un prix à payer et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne socialise pas assez. Puis ça revient à la solitude de ça a l'air facile, tu sais, puis c'est les réseaux sociaux, puis j'ai envie de dire aux gens un peu plus comme ça prend des efforts, ça prend des sacrifices, puis je dis pas que je suis pas prête à les faire, mais il faut que vous compreniez que c'est des choix. Et c'est pas pour tout le monde. D'assumer, c'est ça, d'arriver à assumer derrière, dans le fond, ces choix-là. Tout à fait. Et de réaliser, OK, quand je l'investis, pourquoi je l'investis et qu'est-ce qui est important. Moi, je le valide avec les enfants aujourd'hui qui sont plus grands, mais au final, c'est des ados, ils ont moins besoin de moi. C'est très correct. C'est bien que tu... Mais je prends le temps. Ma fille va m'appeler quand je suis dans les hôtels à droite à gauche pour donner des formations. Ils vont, tu sais, mais de le faire en conscience versus que des fois, quand on est jeune, on avance puis on réalise pas c'est quoi ce coût. Oui. Puis je pense de le revisiter parce qu'à ton point, c'est qu'il change. Exact. C'est que le coût que c'était quand j'avais 22 ans, c'est pas le même qu'à 33 ans, puis que ça sera dans 10 ans. Donc, je pense d'être prêt à dire aujourd'hui, je peux payer ce coût-là, demain non. Le type de coût que tu es prêt à payer n'est plus le même. Et c'est important parce que ça te fait plus apprécier aussi ce qui en ressort. Puis je pense que ça, c'est ce que les gens oublient. C'est le coût, il est difficile, mais si c'était super facile puis que tout se faisait facilement, on serait pas content du résultat. Et je remonte aussi, je sais plus c'était qui disait ça, une femme leader, mais au niveau de la radio, qui disait ou salut, bonjour, je me souviens plus, mais qui disait en même temps, je serais frustrée d'être avec mon enfant quand j'ai le goût de faire quelque chose de différent. Donc, tu rends pas service. Et je rends pas service à personne. Donc, si on est une femme d'affaires, on doit assumer qu'on est cette femme d'affaires-là qui a envie de faire ça et d'aide ici et là. Et en même temps, d'être mère et de trouver l'équilibre avec notre conjoint. Tout à fait. De répondre finalement à l'éventail de nos besoins, finalement. À l'éventail des besoins, puis d'y répondre, comme tu dis, d'être dans la présence. Parce qu'une fois que tu es là, par contre, tu es vraiment là et tu as envie d'être là et tu profites. Exact. Et ça aussi. Et c'est à 100%. Et ça se communique aux enfants. Ça se communique. Et c'est là que, moi, les 5-6 dernières années, c'est ce que quand j'ai réalisé mon coût. Tu peux le verbaliser Oui, exactement. Tu peux leur réexpliquer, puis eux le comprennent. Exactement. Et ça m'amène justement au volet formation continue, parce que tu continues à te former, et en même temps au volet collectif, communautaire, bénévolat. Qu'est-ce qui fait que tu continues à te former à ce point-là? Tu sais, moi, je sais que c'est l'école de la vie, puis je suis toujours aussi encore en formation continue, dans des domaines différents, assurément, mais je continue. Qu'est-ce qui fait que pour toi, tu crois à ça? Je pense que en réalisant, tu me disais, tu voulais être avocate, comment est-ce que tu as choisi? J'aurais pu faire plein de choses. Je pense que je serais allée dans autre chose, puis j'aurais été très contente. Je suis curieuse de nature. Ça vient de ma mère qui... je me rappelle avoir écrit dans des journaux intimes, là, mais comment est-ce que ma mère peut être comptable? C'est inimaginable pour moi dans la mesure où quand tu connais le personnage, tu penserais, je sais pas moi, prof de primaire peut-être, mais pas comptable. Philosophie. Quelque chose, je sais pas moi, ou ressources humaines, je sais pas. Puis là, finalement, elle était en conformité à la banque dans des domaines de sanctions économiques. Puis j'étais comme... Et avec une douceur et une voix. Et c'est là où j'ai réalisé, parce qu'on juge souvent ses parents pour finir par faire souvent les mêmes choses. Là. Ah oui? Non, on n'a pas fait ça. Puis tu sais, j'ai pris des chemins très similaires. C'est très drôle parce que je fais de la conformité de l'éthique aujourd'hui qui est sa pratique d'il y a quelques années que je ne comprenais pas nécessairement. J'ai réalisé, puis ma sœur est pareille d'ailleurs, qu'on est vraiment des êtres qui aiment apprendre. Et donc, en fait, je sais même pas si j'aime ce que je fais nécessairement. J'aime tout ce qui m'apporte un apprentissage puis un sentiment d'être dans l'apprentissage. Jusqu'à temps que tu vas apprendre. Exact. Puis je l'ai vécu, en fait, je pensais dans ma carrière être une spécialiste. Donc, j'ai été en droit des affaires dans un cabinet et je suis allée faire une maîtrise. Je suis allée faire une maîtrise en droit bancaire et financier. J'étais très jeune pour faire une maîtrise aussi spécialisée. Je pensais que je ferais ça de ma vie.
Ça n'a pas pris 3 ans pour que je sois comme ouais, le droit bancaire et financier, c'est cool, mais what else? Puis là, je suis allée faire des fusions-acquisitions, des valeurs mobilières, peu importe. Ça a pris 2 ans pour que j'ai envie de faire autre chose. Puis c'est là où j'ai réalisé que je serais une généraliste, puis je serais jamais une spécialiste. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre quelque chose, de le maîtriser, de le gérer, de faire quelque chose avec, puis de passer à autre chose. Ouais. Et donc, en fait, c'est dans la nature de qui je suis. Je me lasse, je pense, rapidement. Et je prends plus de plaisir à découvrir quelque chose qu'à nécessairement devenir l'experte de. Ouais, une fois que c'est mis en place, que tout est... Bon, ben, oui, voici puis le là, bébé, quelqu'un d'autre sera l'expert. Honnêtement, exact. quelqu'un d'autre sera l'expert. Oui, Et donc, oui, c'est ce qui a nourri oui. cette réalité de formation. Parce que j'ai ce sentiment puis ce besoin de passer à autre chose. Puis pour faire le pont vers une nouvelle expertise, puis ça revient à ton syndrome de l'imposteur, comment je fais pour me pitcher dans quelque chose de nouveau puis être crédible? La formation. Oui. Et c'est là, ça, c'est une arme que les gens aussi sous-estiment. J'ai notamment donc été promue l'année dernière pour reprendre le rôle de conformité éthique. Puis mon boss m'a dit, mais t'as pas besoin d'une formation. Je dis, mais moi, je sens le besoin de l'avoir. Parce que ça va me donner à moi la légitimité. Je vais me sentir équipée. Je sais que je vais maximiser ce que je vais apprendre dans cette formation. Ça va complètement changer mon approche de ce nouveau rôle. Parce que je me donne les chances. Fait que là, aujourd'hui, je me permets de demander des choses dans ce dossier parce que je suis comme, je l'ai l'expérience. Oui. Est-ce que j'en avais absolument besoin? Peut-être pas. Mais je l'ai fait, la formation, donc la certification en éthique et conformité de HEC. C'était vraiment bien. Puis je te dirais que ça m'a renforcé dans ma compétence à moi et dans ma crédibilité. Et donc, je vois les formations comme un outil pour se sentir en confiance. Évidemment, je ne vais pas juste à la formation pour y aller. Là. Je vais toujours aller retirer le maximum. Ça fait partie de ta préparation, en fait. La formation est dans le volet préparation. Puis après, ça crée ta crédibilité. Puis là, tu as l'air légitime, mais tu l'es devenu. Et puis, tu peux te permettre à ce moment-là, je pense, d'être exigeant envers les autres parce que toi aussi, tu as fait tes devoirs. Oui, exact. Moi, imposer... Oui, puis tu sais quoi poser comme question aussi, parce que tu l'aurais appris, mais sur 2, 3, 4 ans. Puis je pense que c'est un autre point. La formation t'accélère. Exact. Moi, j'ai vu la formation comme un accélérateur dans beaucoup d'ambitions que j'avais. Tu sais, j'ai envie de faire ça, mais là, si je le fais comme toute seule, ça prendra 4-5 ans pour l'apprendre tout seul. Avec une formation, je me donne les outils de le faire beaucoup plus rapidement. Ben oui, oui. Le volet, tu as parlé de conseil d'administration, on n'a pas parlé d'injustice en soi, mais je sais que tout ce que tu fais vient toujours de qu'est-ce que je peux faire différent pour aider cette communauté. Ce volet-là, on a été éduqués, toi et moi, dans le bénévolat, le CEVA, qu'on dit chez nous. Comment aujourd'hui tu as la sensation que ça nourrit qui tu es et que ça inspire d'autres aussi qui n'ont pas été éduqués comme nous? Tu sais, moi, j'ai l'impression que je me suis perdue pendant quelques années où j'en ai pas fait, puis après, je me suis investie dans les CA aussi. Mais comment? Parce que c'est un pilier. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est un pilier que je ne peux pas. L'invité qui était là avant toi, j'ai dit, mais j'ai vu que tu faisais ça. Il m'a dit, mais tu veux embarquer? J'ai dit, ah oui, c'est où? C'est quand? Ben, c'est une semaine. C'est naturel, oui. OK. Bon, ben, je vais faire de la place dans l'horaire, là, tu sais. Oui, parce que j'ai la sensation, tu parlais de chiffres, de dossiers. Bon, ben, c'est un dossier. Yes, bravo, je t'ai fait gagner de l'argent. Yes, c'est... Et? Oui. And then what, là? Mais je pense que tu as raison que c'est tellement ancré en moi que je me pose pas la question. C'est tellement inné. Puis j'essaye moi aussi de retracer je me fais poser la question des fois, mais pourquoi est-ce que tu étais autant engagée au niveau bénévole? Puis parce que je l'ai toujours été. Mais on a toujours été volontaire, tu sais, même quand on était dans nos communautés, on était volontaire, il y avait quelque chose à 5 ans, peu importe ce que tu faisais, il y avait un sentiment de redonner, de contribuer. Exact. Vraiment. Puis ce que je pense que les gens sous-estiment, puis que je le dis souvent, c'est j'en retire plus que je donne. Puis les gens comprennent pas ça, parce que c'est quasiment un acte selfish. Puis évidemment, je le fais pas avec ça en tête, mais c'est ce qui fait que ça revient toujours dans ma vie. C'est qu'au final, quand tu parles aussi de formation, pour moi, ça a été mes meilleures écoles d'apprentissage. Mes meilleures écoles d'apprentissage, j'ai tellement appris à prendre confiance en moi, à savoir qui j'étais, à savoir ce que j'aimais faire. J'ai eu tellement des opportunités de me tester. Puis tu sais, les gens disent, ouais, tu commences pas sur le CA de la Banque nationale. Tu commences sur une petite organisation communautaire où tu te retrousses les manches, c'est plus demandant. Mais c'est là où tu la gagnes ta confiance, c'est là où tu apprends, et c'est là où tu réalises que tu aimes ça ou pas aussi, parce que tu as le droit de décider que bon, c'est pas pour toi. Mais moi, ça a été tellement un accélérateur vis-à-vis de
me former dans ces domaines-là et réaliser que ça faisait partie de ce qui m'allumait. Donc, même le parler en public, là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, animer des événements. Je l'ai découvert grâce à la communauté. Donc, dans la communauté Smiley, il y a vraiment eu des occasions où on m'a donné la possibilité... T'es allée jusqu'à Toronto aussi. De présenter et qu'on ait eu cette confiance en moi. Moi, j'ai découvert une passion, mais que j'aurais jamais su autrement. Et donc, je suis pour toujours redevable, en fait, d'avoir vraiment fait ressortir chez moi des intérêts que je ne connaissais pas grâce au bénévolat. Donc, il y a un bout où je pense que c'est le besoin de redonner à l'autre qui est dans nos valeurs. Ça, c'est sûr. Il y a un bout ça a toujours été tellement ancré dans mon quotidien que j'ai pas besoin de faire de la place pour, c'est déjà là. Donc, il y a ça. Après, il y a le sentiment de j'en ai tellement bénéficié que ce serait juste pas normal de pardonner, puis de pas inspirer d'autres, comme tu dis. De pas dire à d'autres, c'est ça le chemin. Puis tu sais, des fois, les gens me disent par où commencer pour me faire un réseau, pour bénévolat. Le bénévolat. Tu fais du bénévolat avec les bonnes raisons. Choisis des causes qui t'interpellent réellement. Sûr, puis tu vas t'investir, puis les gens vont reconnaître qui tu es, puis embarquer. Puis tu vas devenir, en fait, une version de toi que t'aimes aussi. Puis je pense que ça, c'est un dernier point qui est super important. Quand j'étais en ma course au stage pour trouver mon cabinet, le cabinet qui te fait une offre, j'avais pas les meilleures notes. Donc, j'allais pas nécessairement avoir les meilleurs stages. Mais j'étais sur le comité d'association étudiant de McGill et j'organisais les événements. Donc, j'étais VP Public Affairs. J'organisais les événements avec les cabinets pour créer la course au stage. Donc, tu connaissais déjà tout le monde. Puis la réalité, c'est que moi, dans un cocktail, du chit-chat pour essayer de parler à quelqu'un, je me démarquerais pas. Mais j'avais pas besoin, je me démarquais parce que j'étais dans l'organisation. Puis j'avais trouvé ma place. J'avais trouvé la manière de me démarquer avec des choses qui sont à mon image, par le bénévolat. Qui sont du bénévolat, qui requéraient beaucoup d'heures. Exact. Beaucoup de travail, mais qui a fait qu'un cabinet a dit, mais on s'en fout de ses notes. On voit le personnage, on voit ce qu'elle est capable de faire, on voit où sont ses forces, on la voit en action. Pas besoin d'aller avoir une discussion où je vais devoir parler. Prouver. Ou, tu sais, pousser les coudes de quelqu'un pour parler plus dans une conversation. C'était pas nécessaire. Je pouvais être dans l'ombre, mais ils le savaient que j'avais organisé. Donc, c'est vraiment ce que les gens sous-estiment. Je pense, c'est de trouver, toi, où est-ce que tu es à l'aise. Puis quand tu es bon là-dedans, ça va briller plus. Ça va être plus authentique aussi, toi qui parles beaucoup d'authenticité. Là. Exactement. Et ça m'amène au leader que tu es aujourd'hui. Tu es manager, tu es gestionnaire aujourd'hui. Comment tu as la sensation que tout ça fait de toi un leader humain inspirant en ayant un peu la main de fer dans un grand velours finalement, parce que on est quand même dans un domaine législatif où on a besoin de suivre des règles, mais en même temps de ne pas oublier le cœur derrière tout ça. C'est sûr que tout ce que j'ai fait constitue qui je suis. Là, tu l'as dit, je pense qu'on l'oublie. J'en parlais récemment avec une amie qui me disait tout le temps que je consacre en dehors de mon travail à des engagements externes, je pense que c'est dommage que les employeurs ne le voient pas plus comme un investissement qui leur bénéficie, parce qu'ils en bénéficient, parce que c'est des skill sets qui sont des soft skills qu'on apporte à la table dans tous les cas. Et puis c'est du réseau, parce que quand tu parles, totalement. Tu fais connaître l'entreprise pour laquelle tu travailles aussi. Tout à fait. Le réseau est un aspect aussi très réel. Là, quand j'ai quitté CGI, je me rappelle que c'était dur à expliquer, mais il me disait on perd quelque chose dans ce que tu représentes, au-delà du travail. Tu peux faire un travail, c'est bien, mais quand tu parles de comment tu peux essayer d'inspirer, c'est des fois de juste donner aux autres le goût de s'investir, puis de représenter leur organisation de manière positive. Ça peut, c'est pas pour tout le monde, again, là, mais ça peut inspirer d'autres gens. Ce qui aide beaucoup aussi, je pense, c'est juste de réaliser que, oui, avant d'être avocate, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Là. Donc, cette connexion avec les gens, ce sentiment d'apprendre ensemble, d'avancer ensemble, c'est là où je réalise que je suis vraiment pas la meilleure dans tout ce que je fais. Mais il y a des gens qui le font mieux que moi, donc j'ai besoin d'eux. Donc, d'être beaucoup dans le positif puis dire, moi, là, mon succès aujourd'hui, c'est mon équipe, c'est pas moi. Là. Donc, je suis obligée d'investir dans ces gens-là parce que
on le fait ensemble. Ça fait sens. Puis tu restes la colle parce qu'au final, oui, tout à fait. Il faut que tu joues ce rôle. Mais si tu penses que c'est toi seul qui fais quoi que ce soit, je veux dire, ce serait complètement ridicule de ma part. Là. Puis, tu sais, j'ai mes forces, je les connais, là, mais j'en ai des faiblesses. Puis, il y a plein de choses où je ne serais pas la meilleure. Fait que je pense que le gestionnaire, le leader d'aujourd'hui reconnaît surtout les leaders qui l'entourent et sait mettre à profit leurs forces à eux et être à l'écoute de ses forces. Et la dernière chose que je dirais là-dessus, c'est que je pense qu'on a une génération de leaders au-dessus de nous qui sont un peu plus dans l'ancienne approche. Puis on en souffre un peu comme middle management, je veux dire. Ouais. Et donc, tu apprends aussi de ce que toi, t'aimerais, ce que toi, t'aurais aimé que ce soit, d'être un petit peu plus dans l'humain, d'être un petit peu plus dans l'écoute, parce qu'on réalise que c'est ce qui nous manque à nous, un groupe qui est un peu isolé. D'avoir des gens qui vont nous cultiver, en fait, c'est ce que l'on donne finalement, c'est ce que tu es capable de faire. On arrive sur la fin déjà. J'ai une question, puis après un petit jeu. Ouais. Si tu avais la chance de croiser la petite Tara, 7-8 ans, tu lui dirais quoi? Ah, c'est le fun, ça. Je lui dirais que tout va bien aller, puis qu'elle va être surprise. Elle va être surprise. Quand j'avais 7-8 ans, là, je voulais être espionne. Puis, c'était ça mon plan de vie, je pense. Puis, j'ai passé une grande partie de mon enfance à vivre dans mon imagination. J'adorais lire. J'étais vraiment dans ma tête, puis dans mon monde imaginaire de tout ce qui aurait pu être, mais qui n'était pas réaliste. Puis, il y a un clash dans ma vie, un moment où j'ai réalisé que je pouvais faire des choses cool dans la vraie vie. Puis, je suis devenue quelqu'un de très réaliste. Alors, peut-être trop. J'ai peut-être perdu un peu le bout rêveur, espionne, crazy. Mais j'ai comme réaliser que j'avais le droit de vouloir des choses puis de les faire. Puis qu'elles soient pas juste de l'ordre de mon imagination. Alors, je lui dirais que cette imagination serait canalisée pour faire des vraies choses concrètes, puis espionne ou pas, là, que ce serait des choses cool. Ça serait parfait. Le petit jeu, oui. Donne-moi une définition bien à toi. Ce sont tes mots, le pluralisme. Ah, wow. C'est un beau mot, hein, qu'on connaît utiliser définitivement. J'aurais pu partir l'entrevue juste là-dessus. C'est ça. Je me suis attachée parce que... Par la GACAN, oui. Ben, c'est un terme qu'on n'utilise pas assez, je trouve. Non. On n'entend pas beaucoup. On a un peu entendu de Justin Trudeau à certaines périodes, mais le pluralisme, pour moi, c'est vraiment d'accueillir tout le monde dans sa différence. Mais c'est aussi de reconnaître que c'est une force plutôt que de la cacher ou de l'accommoder. C'est de dire, finalement, être différent, travailler tous ensemble dans notre pluralité, dans cette différence, c'est notre force. Puis ça, moi aussi, ça a été un apprentissage. Je te dirais, arrivé au Québec, j'ai encore un accent un peu français. Je ne ressemble pas à tout le monde ici nécessairement tous les jours. Donc, quand tu parles de syndrome de l'imposteur, je le vis aussi dans ma différence. Mais avec le temps, j'ai réalisé que c'était une de mes plus grandes forces. C'est que j'avais quelque chose à offrir que d'autres n'avaient pas et de l'assumer. Et puis, de le reconnaître chez les autres, de voir que chacun a sa différence à apporter, là, c'est vraiment ce que le Canada peut offrir aussi, j'espère. Oui, puis ça part encore une fois de toi. Dans le fond, c'est des questions que tu t'es posées à toi quand tu es arrivée, parce que la différence, on la voyait pas. Nous, enfin, on était dans des écoles avec 80 cultures différentes. Exact. Donc, forcément, on le voyait pas. On réalisait pas qu'on était différents. Moi, je te dirais même que c'est arrivé dans le milieu du travail parce que j'étais dans un lycée français. Donc, pendant longtemps, j'étais encore dans ce cocon. Okay. Puis après, à McGill, c'est un autre cocon. Parce que tu es avec des gens différents de partout dans le monde. Donc tu es différent quand même. Pas encore, Et puis, dans le milieu du travail, là, j'ai fait comme, OK, là, je suis vraiment outlier. Là. Puis, à quel point est-ce que je suis prête à l'être? Peut-être pas au début. Tu prends ton temps. Puis, avec le temps, je pense que de se faire aussi entourer par une communauté qui parle beaucoup de cette différence, qui a été plus vocale, comme tu parlais de bénévolat. Moi, j'ai fait Ismaili Civic, là, qui était une initiative de la communauté Ismaili de redonner des heures de bénévolat à la société canadienne. On faisait nos petits repas, là. Exact, les repas dans l'église qu'on distribuait aux sans-abri. En plus. Exact, donc avec un imam, un prêtre. C'était un super mélange. Puis ces initiatives-là m'ont aussi donné la confiance de dire... Je peux dire que je viens d'ailleurs, je peux dire que je suis musulmane, je peux dire... Puis c'est encore un work in progress. C'est pas la première chose que je dis quand je me présente. Musulmane, ismaélienne, je suis pareil. Il y a beaucoup d'aspects Les gens découvrent là seulement après 20 ans. Là. Tout à fait. Puis c'est chacun à sa vitesse, mais petit à petit de dire, cette différence, elle est qui je suis. Là. L'ouverture
La définition. Définition de l'ouverture. Pour moi, c'est vraiment, je vois une image, là, je vois quelque chose des portes qui s'ouvrent, puis on est vraiment dans accueillir quelque chose. C'est se remettre en question, puis être prêt à vraiment enlever nos billets, là, je pense, puis ce qui nous prédétermine à penser d'une certaine façon, puis cette curiosité, je pense, de se dire, OK, je ne pars pas avec des préjugés, je suis prête à accueillir ce qui vient, puis à me laisser surprendre. Pas facile. J'aime ça. Le prochain, le droit. Le droit, comme tu es en train de l'exercer au travail. OK. Le droit, pour moi, c'est vraiment la justice. Là, comme tu disais, là, c'est mettre des règles pour créer un cadre qui t'offre une possibilité d'assurer la justice pour les gens. Comme je te dis, il y a cette dichotomie entre la règle et l'intention de la règle. Donc, essayer vraiment de l'appliquer en respect du spirit là, de la règle. Et puis, ça va aussi beaucoup avec le droit de se permettre d'oser sortir aussi des règles. Le droit de parler, le droit de défendre, le droit de... Donc, tu es beaucoup dans cette revendication. En fait, moi, j'entends droit, j'entends revendication. Et c'est vraiment quelque chose qu'on travaille, tu sais, à dire... Tu as le droit donc tu as des règles qui te permettent, puis tu devrais pouvoir en bénéficier. Tu es parfait. C'est beau. Merci infiniment, Tara. Merci à toi, c'était vraiment le fun. Vraiment, un grand bonheur. Alors, encore une fois, une super entrevue. Osez liker, commenter, parce que c'est comme ça que je sais que vous aimez ça déjà, et que je puisse continuer, parce que j'ai une belle vision de où est-ce que ça s'en va, tout ça. Et au-delà de ça, surtout, prenez des notes, partagez et testez. On vous donne plein d'outils. Vous avez entendu plusieurs choses, plusieurs éléments aujourd'hui. Cette ouverture-là vers les gens, cette humanité, de se re-questionner, de dire, OK, là, j'ai un moment de frustration. C'est quoi qui me frustre? C'est des petites choses, mais qui vont vous faire avancer très, très, très vite. Donc, osez. Alors, merci beaucoup, Tara. Merci à toi.